Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler Porte Monstre Trésor. Déjà, un Porte Monstre Trésor, ou PMT, qu'est-ce que c'est? En soi, c'est un simple scénario d'exploration. Les joueurs vont parcourir un donjon, ouvrir des portes derrière lesquelles se cachent des trésors ou des monstres. Ces scénarios sont souvent basés sur l'action et les combats, mais on peut très bien en faire autre chose. Mais c'est qui lui? C'est le MJ du dimanche. Ok, reprenons. Pourquoi faire un PMT? Généralement, les PMT ont mauvaise presse auprès des joueurs expérimentés. Ils laissent moins de place à l'enquête et au roleplay. En fait, ça équivaut un peu à une partie de jeu de plateau, comme un Space Hulk ou un HeroQuest. Le PMT reste un outil pratique dans la trousse à scénario du MJ. Il peut servir de scénario détente dans une grosse campagne, afin de faire un petit peu retomber la pression sur les joueurs. On peut même utiliser ces inconvénients comme des avantages, car ça en fait de bons scénarios d'initiation et de découverte du jeu de rôle tout simplement, car il va falloir faire moins de roleplay et moins d'enquête et plus se concentrer sur l'aspect jeu. Il peut également dépanner si on manque de temps pour préparer un scénario. Un PMT peut très facilement être improvisé à grands coups de table aléatoires. La question se pose donc, comment rendre un PMT intéressant? Comme souvent, une bonne préparation est la clé. Je vous déconseille donc de faire uniquement avec des tables aléatoires. Vous pouvez bien sûr en conserver quelques-unes. Cela créera de la surprise, aussi bien côté joueur que côté MJ. Je vous conseille même de lancer les dés devant les joueurs. Cela nuit un peu à l'immersion, mais va créer une véritable tension à la table. Déjà, pensez à l'ambiance que vous voulez donner. Encore une fois, essayez de renforcer votre univers avec la lumière, la musique et tous ces petits à côté. Même si on utilise le terme donjon, ça n'a pas visuellement à en être un. Vous pouvez très bien faire des chemins dans une forêt, voire même des planètes dans un système solaire. S'il est bien présenté, un PMT peut même passer inaperçu auprès de vos joueurs. Autre point très important, même si les joueurs ne font pas de carte, il faut que vous en ayez une. Bien sûr, elle peut ressembler à ceci, mais je vous conseille quand même plus quelque chose de ce goût-là. Pour remplir nos salles, je vais utiliser la liste d'un maître en la matière, monsieur également connu sous le nom de Sculfungus, dont je vous mets le lien dans la description. Un bon donjon devrait contenir tous les éléments suivants. Quelque chose à voler. Très tôt dans les jeux de rôle, on a eu des classes de voleurs, et il est grand temps qu'elles servent enfin à quelque chose. Bien sûr, qui dit quelque chose à voler, dit risque et une contrepartie. Cette contrepartie peut être immédiate. Par exemple, vous volez un objet, ce qui déclenche une alarme et fait venir des gardes. Ou alors, elle peut être différée. Vous volez l'arme d'un PNJ que vous croiserez plus tard, qui aurait pu vous aider. Quelque chose à tuer. On reste dans un PMT. On s'attend donc à un minimum d'action et on veut donc pouvoir lancer des dés. C'est l'occasion, mettez quelques petites créatures insignifiantes à combattre. Ça fait toujours plaisir et c'est un peu le but de ce type de scénario aussi. Quelque chose pour vous tuer. Pour des raisons de gentillesse excessive, souvent les MJ négligent ce point, qui est pourtant important. Quelque chose qui peut tuer de façon très claire et très obvious les joueurs apporte une vraie dimension à notre donjon. Par exemple, l'éternel dragon au fond de la grotte. Il va falloir réfléchir à comment le contourner, l'éviter, et s'il se réveille, à comment fuir cette menace. Ça va vraiment apporter toute une tension dramatique au scénario. Il est donc très important qu'il y ait quelque chose qui soit en mesure de tuer sans pitié vos joueurs. Différents chemins. Rien n'est plus frustrant dans un jeu de rôle qu'un couloir. Donc n'hésitez pas, là vous pouvez faire différents chemins. Cela permet d'éviter de se retrouver bêtement bloqué, et en plus cela conserve ce sentiment d'exploration. Quelqu'un à qui parler.
Ce n'est pas parce qu'on est dans un donjon qu'il faut complètement abandonner le roleplay. Avoir quelqu'un à qui parler va pouvoir créer un petit peu de tension à table, va pouvoir même causer un dilemme, voire un choix moral. Et en plus, cela leur permettra de comprendre un petit peu mieux l'univers dans lequel ils se trouvent, ou au moins la zone dans laquelle ils sont. Quelque chose avec quoi expérimenter. Que ce soit des cristaux, des boutons, des machines, des plantes qui réagissent au son, vous avez besoin d'une salle comprenant quelque chose avec une mécanique qui est extrêmement simple à comprendre, mais dont il va falloir du temps pour jouer avec et maîtriser tous les petits aspects afin d'en découvrir toutes les subtilités. Quelque chose qu'ils ne trouveront probablement pas. Cachez des choses dans votre donjon. Laissez tout de même des petits indices pour qu'ils puissent les trouver. Il ne faut pas juste que ça se règle sur un jet de dés. L'idée là est bien sûr de donner une petite récompense aux joueurs qui auront été les plus attentifs et les plus malins. Des dangers liés à l'environnement. Souvent dans ce type de scénario, on va avoir tendance à se concentrer sur les pièges, les monstres, le chemin, et on va oublier un petit peu tout ce décorum qu'on va essayer d'implanter autour. Donc essayez de le rendre plus vivant en le rendant dangereux et menaçant. Il n'a pas forcément à être dangereux de façon obvious, il peut être simplement glissant par exemple, mais cela leur permettra de rester dans l'esprit du donjon que vous essayez de créer. Des puzzles, des pièges et des challenges. Les puzzles poussent à l'exploration, car il va sûrement falloir parcourir le donjon pour trouver les différentes pièces de ce dernier. Les pièges représentent une menace invisible et constante auquel les joueurs doivent faire face. Cela va faire qu'ils seront plus attentifs aux détails et plus méfiants envers tout et n'importe quoi. Finalement, les challenges. Cela peut faire office de mini-jeu dans un donjon, ce qui peut être très sympa si vous avez envie d'essayer des trucs un petit peu différents au cours de vos parties. Ça peut également vous servir à faire rentrer un petit peu de lore de l'univers dans le donjon. Évitez l'éternelle énigme du sphinx que tout le monde connaît. Profitez-en pour glisser un petit peu du lore du jeu. Par exemple, si vous êtes un adepte des dieux rouges, vous pouvez très bien demander où se situe le bien. Il vous répondra sans aucun doute. Finalement, quelque chose qui n'a absolument rien à faire là. Vous avez besoin, dans votre donjon, de quelque chose de complètement hors sujet. Le but va être que les joueurs s'interrogent sur la présence de cette chose. Et ils vont sûrement même commencer à créer tout un tas de théories bizarres pour l'expliquer. Si votre donjon comporte ces 10 éléments, il y a de très bonnes chances que votre PMT soit réussi. Pour finir, quand vous le maîtrisez, il y a 3 choses que vous devriez toujours garder en tête. Il vous faut une menace. Si la balade dans le donjon ressemble à une balade touristique, l'effet est complètement loupé. Il faut qu'ils ressentent un petit peu cette peur et cette tension et les risques encourus pour parcourir ce donjon. Deuxième point, un timer. Il ne faut pas qu'ils aient tout le temps du monde pour faire ce qu'ils ont envie. Un facteur temps doit être présent afin de les obliger à faire des choix et que ces choix aient une vraie conséquence. Et bien évidemment, dernière chose qu'il faut garder en tête, il faut une récompense. Quelque chose qui vaille le coup par rapport aux risques qu'ils encourent. On se retrouve à présent avec notre panel d'experts pour voir ce qu'ils en pensent. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Je vois que sur le chat, on n'arrive pas à trouver la réponse. Alors. Donc, mon fidèle panel d'experts, moult questions pour vous ce soir. Et pour commencer, peut-on être roleplay en PMT? Et on va poser la question à monsieur Damien Leroy. Pour moi, la réponse est oui. On peut de toute façon être roleplay dans quasiment toutes les situations. Enfin, il suffit un peu de le vouloir. Et ça peut apporter que des bénéfices au jeu.
Mademoiselle Nam, même question. Oui, je pense que la réponse est oui. Et pour donner un exemple qui est connu de tous, enfin, je pense, je citerai le donjon de Naalbuck, qui est une retranscription, on va dire, de PMT, et qui arrive quand même à occuper sur une vingtaine d'épisodes de manière totalement roleplay les aventures des joueurs. Oui, je pense que c'est faisable. Monsieur Filou. Eh bien, oui, on peut être roleplay en PMT. Après, ça dépend aussi du personnage que l'on incarne. Si on incarne un personnage qui est résolument pacifiste, qui ne peut pas avoir une arme ou quoi que ce soit, ça va être plus compliqué. Mais c'est entièrement possible et c'est même souhaitable parce que rien n'est plus pénible, à mon avis, que le Porte-Monstre Trésor qui se contente d'être un jeu de plateau avec des décisions qui sont purement des décisions stratégiques de placement sur un plan. C'est bien d'apporter un peu d'émotion, d'apporter un peu le mot ne vient pas, mais oui, d'émotion, de cœur, et pas uniquement de la stratégie bête et méchante. Même question pour Monsieur Pierre. Le porte-monstre trésor est une catégorie de jeu de rôle. Jeu de rôle, il y a jeu, il y a rôle. Donc, on peut faire du roleplay dans un porte-monstre trésor. C'était vraiment très intéressant. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, donc pour moi, la réponse est oui. Donc finalement, Monsieur Thomas. Bah, je pense que je suis quand même relativement d'accord avec tout ce qui a été dit avant, donc je dirais oui. D'autant que ça peut apporter des choses plus intéressantes en jeu, le fait de jouer son personnage, de jouer dans ce qu'il peut apprécier, ne pas apprécier, dans le fait d'être dans un endroit sombre, humide, et, dans le cadre d'un donjon, par exemple. Je dirais bien sûr pour ma part que évidemment on peut faire du roleplay en PMT. Cela dit, il va peut-être falloir faire un petit peu plus d'efforts en faisant du roleplay du coup avec ses camarades plutôt qu'avec le reste de l'univers. Mais au contraire, ça va être peut-être le moment de sortir quelques petites phobies que les autres ne savent pas. Une peur de se salir, les peurs des araignées et autres petites choses qui peuvent donner un peu de caractère à notre personnage. Et qu'on évite aussi, parce qu'on n'est pas toujours des pro-chevaliers en armure invincible. Mais bon. Cela étant dit, peut-on faire un porte-monstre trésor sans s'en rendre compte? Et je vais poser la question à Mademoiselle Nam. Sans s'en rendre compte du point de vue du joueur, je suppose. Tout à fait, parce que sinon c'est qu'on a un très mauvais MJ. Ouais, mais je sais pas. Oui, je pense que c'est faisable. Parce que on a tous dans l'imaginaire le porte-monstre trésor, justement le donjon sombre et humide avec les créatures qui sont tapis dans l'ombre. Mais je pense qu'on peut faire du porte-monstre trésor exploration, même je dirais même en open space presque. Même si ça s'apparente plus à de la rencontre aléatoire, mais enfin, je sais pas. Je pense que c'est faisable. En vrai, j'y ai pas réfléchi, mais ça devrait être faisable. Si seulement on avait eu les questions en avance. Tu veux dire si seulement les gens avaient lu les questions en avance, avaient préparé leur sujet? On va poser la question à Monsieur Phil. C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire oui, en particulier si le donjon n'a pas l'apparence d'un donjon. Tout à l'heure, tu as cité l'exemple d'une quête à travers sur plusieurs planètes, par exemple. Et effectivement, quelque chose peut avoir une structure proche du porte-monstre trésor sans en avoir le design. Monsieur Pierre, une question. La réponse est oui. Merci Monsieur Pierre. Il existe des jeux de rôle. Attends, pour une fois que j'avais quelque chose à dire, et surtout que là,
je pense avec sais bien. l'une des rares questions où je vais avoir quelque chose à dire. Je vais même pouvoir donner un exemple d'un jeu de rôle qui est un porte-monstre trésor qui n'en a absolument pas la forme, à savoir le jeu de rôle Gobelins qui sont dédiés. Qui est un jeu de rôle où on joue des créatures du donjon envoyées en mission. Le jeu se joue scène par scène et la plupart du temps, la rencontre avec des créatures qu'il faut buter, passer de manière plus ou moins subtile. Ce jeu répond à la quasi-totalité des 9 critères dont tu as parlé quant à la bonne manière de faire un porte-monstre trésor. Jouer à Gobelins qui s'en dédie, le jeu où il fait bon d'être méchant. C'est placement pour lui. Non, absolument pas. C'est du teasing pour une Surtout prochaine jouez-y vidéo. pour déranger les tables d'à côté. C'est vrai. Aussi. Monsieur Thomas, une question. Là, comme ça, je dirais oui, d'autant que c'est techniquement, c'est juste une structure qu'on colle enfin, qu'on peut rajouter sur un scénario. Donc, à partir de là, il suffit de rajouter des éléments narratifs au fur et à mesure de la structure, peut-être couper le donjon en plusieurs parties et pour faire en sorte que ce soit totalement dilué dans quelque chose de plus scénarisé. Donc, Mais pour là, ma comme part, ça, je dirais. bien évidemment, je dirais la même chose. Hein. Donc la réponse est bien sûr oui. Ah, on avait tous juste. Mais on a peut-être tous tort. Mais bon. Donc, voilà, on peut, bien sûr. Cela dit, ça va demander plus de travail. Surtout si on joue avec des joueurs qui sont expérimentés. Du coup, il va falloir un petit peu plus ruser pour vraiment que l'illusion passe. Mais ça reste tout à fait possible. Mais on va quand même demander l'avis de monsieur Damien Leroy, qui n'est peut-être pas d'accord avec nous. Oui, je suis tout à fait d'accord. Notamment, on peut avoir des cas de jeux de rôle spatiaux où on exporte des vaisseaux, où il y a des xénomorphes et on essaie de trouver des armes pour se défendre. Donc, on rentre dans Par des exemple. pièces par des portes, il y a des monstres et les armes, c'est des trésors. J'ai du mal à visualiser ce genre de jeu, mais c'est peut-être parce que c'est un jeu qui est pas encore sorti. Ah. Mais qui sortirait bientôt. Question suivante. Quel est l'élément indispensable d'un bon donjon? Et on va poser la question à monsieur Philippe. Il y en a pas mal. Mais pour moi, ce qui diffère le bon donjon du mauvais donjon, c'est le donjon qui a une histoire, un vécu de la personnalité, que c'est pas juste des murs ou une construction qui n'est là que parce qu'il faut faire un plan labyrinthique et c'est tout, mais que le donjon a une histoire, il a une raison d'être et on peut avoir un aperçu de cette histoire lors de l'exploration. Et ce donjon a également une faune, des gens qui ne sont pas forcément là par hasard, des créatures qui ne sont pas forcément là par hasard, et des sociétés. Les gobelins, c'est des sacs à points d'expérience, mais c'est aussi des créatures qui forment une tribu. La tribu est là pour une raison, et peut-être qu'on peut s'intéresser à cette raison avant de débuter, parce que peut-être que les choses sont plus compliquées et que voilà, il y a des manières d'introduire pareil, des émotions et du roleplay et de comprendre ce qui nous entoure. Très bien. Monsieur Pierre, l'élément indispensable d'un bon donjon. L'élément indispensable d'un bon donjon, c'est qu'on ne sache pas qu'on est dans un bon donjon. Enfin, qu'on est dans un donjon tout court. Voilà, je pense que le meilleur porte-monstre trésor, c'est celui qui ne se montre pas comme un porte-monstre trésor. Monsieur Thomas, une question? Là, comme ça, je dirais que c'est dur de passer après Philou parce qu'il a dit ce que je voulais dire en beaucoup mieux. Donc,
Après, je dirais en termes de création de donjons, des passages secrets. Parce que ça donne. Ça permet aux joueurs de s'approprier un peu plus l'endroit. Ça leur permet de se sentir malin et de trouver des choses un petit peu cachées. Ok. Donc, l'élément indispensable d'un bon donjon, les aventuriers. Monsieur Damien, même question. Alors, sachant qu'on avait parlé de donjons, j'avais pris des notes, truc à dire sur les bons donjons. Et donc Philippe a parlé, et donc j'ai rayé mes notes au fur et à mesure qu'il parlait. Ah, toi aussi? Pour revenir, je pense qu'il faut que le donjon en question ait du cachet, de la personnalité, qui soit différent d'un autre. Comme Philippe a dit, qu'il ait sa propre histoire. Ça peut être aussi par l'architecture du donjon, son apparence. Et comme il a dit, effectivement, ceux qui le peuplent, le fait qu'il y ait une logique intrinsèque au donjon. Qu'il n'ait pas été... quelqu'un ne s'est pas dit un jour, j'ai créé un donjon. Non, c'est quelque chose qui est devenu comme ça l'est maintenant pour des raisons a priori logiques. Voilà. Bon, apparemment, ils n'ont pas trouvé ma caméra espion pour filmer leurs notes et leur souffler les idées. Je prévois un futur format qui s'appellera Filou tout seul. Je pense que ça va cartonner. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Filou versus The World. On va quand même poser la question à Mademoiselle Nam. Ben moi je vais faire ma vieille et parce que pour moi le PMT c'est un peu mes premiers amours du jeu de rôle. Je faisais du PMT quand j'étais gamin. J'en fais plus maintenant. Et donc du coup bah ça va être le côté nostalgique qui va parler et moi un bon donjon c'est un donjon où il y a des loots, il y a des trésors. Enfin voilà, j'aime beaucoup, enfin j'aimais beaucoup à cette époque-là le côté récompense du donjon et c'est ce que je recherchais. Enfin, voilà. Donc pour moi un bon donjon dans mes souvenirs il y a un peu ce côté nostalgique, hein, c'est un donjon où tu chopes les Vorpal plus 4 et ce genre de trucs. Hache de bataille cimérienne à double affûtage. Exactement. Question suivante. Le PMT est-il en voie de disparition? Et on va poser la question à Monsieur Pierre. Non, le PMT revient grâce à Gobelin qui s'en dédie. Un excellent jeu de rôle aux éditions Posidonia qui sera bientôt chroniqué sur la chaîne. Et qui casse Et les à ce pieds aux gens d'à moment-là, côté. je pourrais dire tout le bien que j'en pense. Mais non, je pense que franchement, le Porte-Monstre Trésor n'est pas mort. C'est un genre qui va être très difficile à tuer parce qu'il y a toujours des amateurs, surtout aux États-Unis où des parties de Porte-Monstre Trésor continuent depuis 30, 40, 50 ans, hein, depuis que le jeu de rôle existe sous la forme telle que nous les jeunes la connaissons. Il y a eu le retour de DCC récemment, qui a été financé et plutôt bien financé. Non, le genre n'est pas mort. On va demander son avis à Monsieur Thomas. Bah, non, pas spécialement, d'autant que y a énormément de rétro-clones qui sortent actuellement d'anciens jeux type Donjons & Dragons ou Rollmaster, qui justement étaient très très axés donjons. Et bah, justement, il y a toutes les personnes qui ont dû arrêter le jeu de rôle parce qu'ils ont commencé à fonder une famille, avoir d'une famille, tout ça. Avec les gamins qui partent maintenant à l'université, qui s'y remettent, hein, tout simplement. C'est une question de cycle, j'imagine. Pour ma part, je dirais que qui n'est absolument pas mort. Au contraire, il y a plutôt de beaux jours qui arrivent devant lui. Vu que, comme ça a été signalé, aux États-Unis, on a vraiment une vague de renaissance. D'ailleurs, il y a un mouvement qui s'appelle Old School Renaissance qui est basé autour des PMT, mais sur des règles qui sont simplifiées. On a également tous les jeux propulsés par l'Apocalypse qui, au final,
sont quand même un petit peu dans l'esprit PMT, voire même le jeu propulsé par Apocalypse le plus connu et le plus populaire en média fantastique, qui s'appelle Dungeon World, qui se présente comme un renouveau du PMT. Donc pour moi le PMT n'est pas voué à disparaître, par contre il est voué à changer, et donc il ne sera peut-être plus sous la vieille forme qu'on a pu connaître à grands coups de tables aléatoires et de tables de loot et de tables de monstres, etc. Mais on va vers une nouvelle version du PMT qui n'en demeure pas moins un PMT. Et on va poser la question à Monsieur Damien. Je pense aussi que le PMT n'est pas mort. En plus des renouveaux de jeux de rôle sur ce sujet, il y a également des jeux de plateau. Même s'il y a une différence, les jeux de plateau en question peuvent être une porte d'entrée à des personnes qui ne connaissent pas encore le jeu de rôle vers le jeu de rôle, justement. C'est une bonne remarque. Voilà. Mademoiselle Nam, avez-vous quelque chose à en dire? Non. Désolé. Merci Mademoiselle Nam. Et on va finir donc avec Monsieur Philous, qui cette fois-ci n'aura pas pu profiter des notes de ses petits camarades. Ah, les faux. Non, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais répéter un peu ce que tout le monde a dit, à savoir que non, on n'est pas en voie de disparition pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça reste quand même très ancré dans la pratique des jeux américains, et même sans parler des rétroclones ou des jeux propulsés par Apocalypse, ce genre de choses, les grosses machines, les grosses ventes aux États-Unis que sont des Donjons et Dragons 5, ça reste le jeu, me semble-t-il, le plus vendu, ou d'autres jeux américains du genre les jeux adaptés de Star Wars. Quand on regarde les scénarios, ils ont très souvent une structure de post-monstre trésor. Donc c'est vraiment une pratique qui est encore bien vivace aux États-Unis. Après, ce qui se passe, c'est que à côté de ça, le genre se réinvente à travers justement Apocalypse, à travers Abstract Dungeon. Je ne sais pas exactement où il se situe, mais il me semble que c'est aussi une tentative d'incorporer une pratique moderne, actuelle du jeu de rôle avec le genre du porte-monstre trésor. Par contre, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, les lignes se brouillent. C'est-à-dire que on réinvente les choses. Maintenant, les jeux de rôle peuvent se parer. Il y a quelqu'un qui baille, c'est pas très poli. Pas parce que je parle beaucoup. Désolé. Le jeu de rôle se part de certaines règles plutôt de jeu de plateau, et on entend ça. Et inversement, il y a du jeu de plateau qui se part de certains atours du jeu de rôle, et qui s'entretient cette réinvention du porte-monstre trésor. Et voilà, j'ai fini. Alors du coup, on va poser une petite question bonus. La classe voleur sert-elle à quelque chose? Et on va poser la question à Monsieur Thomas. Ouais, à voler des trucs. Je t'avouerai que j'ai plus tout à fait les caractéristiques de la classe voleur en tête, mais bon. Après, oui, pour détecter les pièges aussi, tout ça. Enfin, oui, ça. Ouais. Quel est l'avis de Monsieur Damien sur la question? La classe voleur, initialement, c'était la première qui avait des sortes de compétences. On pouvait faire autre chose que taper et lancer des sorts. Donc, comme l'a dit Thomas, détecter les pièges, mais c'est aussi aller explorer en avant en étant discret, crocheter des serrures. Pour moi, ça va être plutôt l'aventurier astucieux. Ça peut être l'Indiana Jones du groupe et agile. Ah oui, Il a plus d'un tour dans son sac sans forcément devoir voler. Ça me permet de rajouter un petit truc pour avoir joué à D&D 2 il n'y a pas très longtemps. C'est une classe qui permet de complexifier encore plus les règles.
Quel est l'avis de Mademoiselle Nam sur la question? Bah, en fait, je comprends pas trop le sens de la question. Enfin, j'ai compris la question, hein, c'est pas ça le truc. Et en fait, je vois pas ce préjugé qu'il y a sur les voleurs. Enfin, je sais pas, est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? Non, juste réponds à la question. Est-ce que une classe voleur, ça a quelque chose? Bah, bien sûr, bah, comme un paladin, un guerrier ou un mage, ou je sais pas, enfin, c'est bizarre comme question, je trouve. Bref. Monsieur Filou. Le problème, c'est qu'on a assez souvent tendance à réduire des parties de jeu de rôle aux phases de combat et à penser les personnages en termes de leur utilité lors d'un combat. Pour moi, ça me semble intéressant qu'il y ait des personnages qui soient des combattants et des personnages qui ne le sont pas et qui vont intervenir moins ou de manière différente. Et ils ont leur utilité, leur raison d'être, parce que pour moi, l'erreur, c'est de faire une partie, un scénario, même de Porte-Monstre Trésor, qui soit uniquement une succession de monstres. Voilà, dans le Porte-Monstre Trésor, il y a des monstres, donc il y a des combats, mais il ne faut pas que ça dure une éternité. Il faut aussi qu'il y ait des portes, des trésors et des trucs en plus, d'émerveillement, où les voleurs ont tout à fait leur rôle à jouer. Et on finit en posant la question à Monsieur Pierre. Je passe. Ok. Et ben du coup, il est temps de donner le mot de la fin. Donc, si vous avez encore des avis sur la question, c'est le moment. Et on va commencer par Monsieur Damien. Je dirais que en fait, essayez le porte-monstre trésor si vous n'en avez jamais fait. Ne vous limitez pas à ces 3 termes et essayez d'avoir de la diversité dans vos parties. Mademoiselle Nam, un mot pour finir. Moi, je te trouve raciste avec les voleurs. Monsieur Filou, un avis sur la question. Enfin, plutôt un mot de la fin. Oui, 2 mots de la fin. Le premier, c'est que de la part d'un certain nombre de joueurs, le porte-monstre trésor est considéré comme étant du jeu de rôle de bas étage populaire pour les gueux et les gens de peu d'instruction. Non, c'est une pratique intéressante. C'est bien diversifié de ne pas faire que ça, mais il n'y a aucune raison de rougir à l'idée de faire un porte-monstre trésor. Ça peut être très intéressant, très fun, très intelligent. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que quelque chose dont on a peut-être pas... On a parlé un peu du lore de l'architecture, de l'écosystème du donjon, mais il y a vraiment un élément de surprise. C'est en général, quand les personnages font un porte-monstre trésor, ils ont un prétexte qui est la raison pour laquelle ils sont dans le donjon, mais en général, le but, c'est pas qu'ils obtiennent juste ce qu'ils sont venus chercher, et rien de plus. C'est bien souvent, et ça qui est intéressant, c'est que le MJ a prévu autre chose, et en fait, ils vont se retrouver face à une situation où des informations, des trucs qui sont bien au-delà de ce qu'ils sont venus chercher, et ils vont pouvoir ensuite réagir à partir de ça. Mais sauf si le scénario c'est vraiment une conclusion de campagne où là ils sont venus pour y trouver le grand méchant et pour le buter, et normalement il y a eu toute une phase avant où ils ont pris des renseignements, ils se sont informés, donc ils sont préparés. Et ben là, mieux ils se sont préparés et plus ils vont pouvoir anticiper ce qu'ils vont y trouver. Mais si ce n'est pas le cas, c'est important, à mon avis, que la raison pour laquelle le MJ les emmène dans ce donjon n'est pas le prétexte qu'il leur a fourni. Monsieur Pierre, un mot de la fin. Tu sais très bien ce que je vais dire.
Ok. Jouer à Monsieur Gobelins Thomas, Jouer à Gobelins sans dédit, c'est le bien. Ouais, mais pas trop fort. Monsieur Thomas, un mot de la fin. Bah, je pense que le PMT, ça peut être quelque chose de très sympa pour l'initiation. D'autant que c'est relativement facile à lire, à mettre en place, hein. Et bah, c'est facile à maîtriser, qu'il y a énormément de scénarios qui existent. Énormément d'aller de l'œil noir au module de D&D, des trucs plus récents. Je t'avouerai que j'ai plus trop l'actualité de ce qui sort en tête, mais pour l'initiation, ça peut être très sympa. Puis de temps en temps, ça fait du bien de dézinguer des monstres. Pour ma part, je vous dirais, soyez curieux, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux jeux et petits jeux qui sortent autour des thèmes des PMT, et qui ont une vraie profondeur et une vraie richesse. Donc ça peut être une bonne occasion de redécouvrir le genre. Et je pense que ce sera tout. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à cliquer sur les différents boutons pour que les gens arrivent à trouver nos vidéos. Je vous dis à la prochaine. Tout de suite.